Ici Samuel Ouellette, bienvenue à Pas sorti du bois. C'est la Minute NAC, puis je continue de te hyper sur la nouvelle gamme Boost qui arrive très très bientôt. J'ai hâte de pouvoir vous en parler parce que ces produits-là, c'est un game changer dans la nutrition pour les efforts plus courts et plus intenses. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que le gel Boost Energy va avoir 25 grammes de glucides et 185 mg d'électrolytes. Du côté du drink mix, on parle de 60 grammes de glucides et 400 mg d'électrolytes. À l'heure de la révolution des carbs, ces produits-là, c'est un coup de circuit. Présentement, il n'y a pas un produit sur le marché qui combine ces ratios-là de glucides puis d'électrolytes. NAC continue sa révolution avec le Boost Energy, puis je te promets que tu vas bientôt pouvoir y goûter. Comme d'habitude, tu peux utiliser le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais sur ta première commande, mais si tu l'as déjà utilisé, pas de stress, j'ai le code AF25 Yannick pour toi qui donne aussi 15% de rabais. AF25YANNICK. C'est-tu pas beau ça? Ça se passe sur le nac.com. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 229, une voix que vous connaissez, c'est son 3e passage au podcast. Je sais pas s'il y a quelque chose je sais pas s'il y a une certification que tu pourrais ajouter à ton CV quand tu es venu 3 fois pas sorti du bois. Samuel Ouellette, re-bienvenue, c'est le fun de t'avoir. Bonsoir Yann, heureux d'être là. Écoute, ça va être très cool aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que on va prendre des nouvelles, on va jaser de toi parce que depuis ton dernier passage officiel à l'épisode 57, puis un café du vendredi dans la foulée de l'annonce de l'UTMB World Series il y a un peu plus d'un an, on n'a pas jasé à ce deuxième passage-là de comment ça va toi comme coureur, puis t'étais venu une première fois au podcast, on avait jasé de la professionnalisation du sport, de ce changement un peu de paradigme dans le trail entre une activité que plein de monde pratique à un sport qui s'organise, qui se professionnalise. Puis là, ben, on revient quasiment sur un sujet similaire, mais 3 ans plus tard, on y reviendra sur ce concept spécial d'épisode-là. Mais avant toute chose, Samuel, comment ça va? Comment va la vie? Ça va bien. De beaux défis sportifs depuis qu'on s'est parlé à l'épisode 57, de belles courses ici, de belles courses à l'international aussi. Puis la petite famille qui a aussi grandi, alors on Oui. s'adapte comme papa coureur comme toi. Je voulais retrouver ton titre professionnel exact, puis au lieu d'aller sur LinkedIn, ce que j'aurais dû faire, j'étais allé voir le descriptif de l'épisode 57 justement, puis on disait nouvellement papa. Là, nouvellement papa, mais x2 parce que ta plus vieille est rendue à 4 ans. 4 ans pour la plus vieille, 2 ans pour la plus jeune. Fait qu'on réussit à concilier vie professionnelle, vie personnelle, puis vie sportive aussi. Très cool. Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 57, au lieu de leur dire pause, allez l'écouter, on vous le dit de le faire plus tard, mais veux-tu te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je dirige un centre de recherche, un centre d'expertise en management du sport à HEC Montréal, qui s'appelle le Pôle Sport HEC Montréal. Je suis le directeur de l'administration et des relations d'affaires. C'est un centre d'expertise qui essentiellement vise à faire de la recherche, de la formation continue, puis des activités de transfert pour l'ensemble de l'écosystème en gestion du sport. Donc, ça peut aller du gestionnaire d'organisation, dans le cas présent, on va en parler tout à l'heure, mais du gestionnaire d'événements sportifs aussi. Et donc, d'accompagner ces personnes à améliorer leurs pratiques de gestion des ressources humaines. On va en nommer plusieurs aussi. Dans le cas du sport, on a beaucoup de gestion de bénévoles. Donc, c'est des activités qui sont adaptées et conçues pour les gestionnaires sportifs. Très intéressant. On se rappelle que suite à ce premier passage-là, on avait mis en place le club de lecture pas sorti du bois qui, je ne sais pas pourquoi on a arrêté ça. Je pense qu'en fait, la vraie raison, c'est que tu lisais pas mal plus vite que moi parce que on a parti ce club de lecture-là. Je pense qu'à raison d'une fois par mois, une fois par 2 mois, je partageais sur les médias sociaux de pas sorti du bois des lectures. Chacun, on proposait un livre aux auditeurs, à ceux qui suivent pas sorti du bois. Puis les premiers mois, c'était facile. Là. On avait chacun une bibliothèque bien remplie et bien lue. Après ça, bon, je sais pas ce qui s'est passé de mon côté. J'ai moins le temps de lire. Peut-être que c'est le temps de podcast qui remplace le temps de lecture, mais j'étais plus capable de te suivre. Mais je pense qu'on devrait... J'en ai lu depuis, fait que je pense que ça vaudrait la peine de se relancer là-dedans. Ça sera un projet pour plus tard, mais ça avait été bien le fun, ça, de partager ces lectures-là, puis de découvrir des livres, parce que rapidement, on est tombé dans autre chose que les classiques. On les aime, les classiques de course, ce que Patrice Godin a écrit, ce que Johan Rock a écrit, ce que
Le Born to Run qu'on avait partagé, mais on est vite tombé dans des lectures super intéressantes. Surtout de ton côté, j'adorais découvrir ça. Fait que ça me fait penser en jasant qu'il faut revenir là-dessus. C'est un engagement. Écoute, moi aussi, j'en ai lu quelques-uns, puis je pense que la raison pour laquelle ça a été mis de côté, c'est sûrement une question de temps. Peut-être pour le podcast, mais peut-être pour la famille aussi. Fort probablement aussi. Avec les 2 dernières années, j'ai quand même aussi quelques livres à partager puis à recommander à tes auditeurs, tes auditrices. Là, donc, on pourra ramener un club de lecture, des propositions là, rapidement. Parfait, on va faire ça. T'es aussi coureur, t'as fait beaucoup de courses, puis je savais que t'étais un très bon coureur, mais là, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le sujet pour lequel on a monté une conférence qu'on va aller présenter dans quelques jours, je me suis ramassé dans les bas-fonds de l'ITRA et de l'UTMB, et je savais que t'étais un bon coureur, pas de doute là-dessus, mais quand j'ai vu les résultats, quand j'ai vu les index, les scores UTMB, ITRA, tout ce qu'on va décrire tantôt, je fais « Oh shit, Samuel, il est bon, mais il est vraiment très bon comme coureur. » Fait que je tenais à te lancer ces fleurs-là parce que je le savais, mais je l'ai découvert encore plus intensément récemment. Parle-moi des courses que tu as faites dans les dernières années, de cette progression-là que tu as faite qui te mène à faire du très long. Ouais, du plus long. En fait, c'est intéressant. J'écoutais un récent épisode que tu as fait là, sur la progression qu'on peut avoir ou la gestion de l'effort, notamment avec David. Puis, pour ma part, ça fait presque bientôt 10 ans que j'ai repris la course à pied. Puis, j'ai toujours eu une progression que mes amis diraient très modérée. C'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui débutent avec un premier demi-marathon marathon trail, puis 2 ans plus tard, tu les vois sur du 100K, du 100 000. Ma progression dans les distances s'est fait à pas de souris. Moi, j'ai débuté avec des distances sub-ultra là, qui pouvaient aller du 15 jusqu'au 30 km. J'ai toujours eu à l'esprit où, dans ma perspective de compétition, au début, tu apprends à te gérer sur une distance. Donc, tu fais la distance. Une fois que tu as réussi permets-moi de le dire en anglais, mais à crack the puzzle, tu peux espérer courir la distance. Une fois que tu as réussi à courir la distance, tu peux racer la distance. Fait que pour mes étapes intermédiaires, m'ont amené à faire assez tôt du sub-ultra, après à passer sur des formats plutôt marathon trail, là, du 40, 50 km. J'avais à l'esprit, encore une fois, de faire la distance, courir la distance, racer la distance. Puis, bien évidemment, au fil des années, on apprend, on gère mieux, on se développe, on adapte nos méthodes d'entraînement aussi. Puis, je dirais l'année dernière a probablement été ma plus belle saison de course. Une première expérience à l'international en Martinique sur la Mythique, qui est une course absolument magnifique qui passe par le volcan Pelé au nord de l'île. Un format marathon trail. C'était pour moi une première expérience, je veux dire, en dehors du continent Amérique du Nord, là, à l'international. J'étais là avec un ami à moi, ma femme aussi. Une course exceptionnelle. C'est peut-être l'impression d'une première course, un premier amour, là, mais c'est une course que je vais me rappeler toute ma vie dans des conditions différentes de ce qu'on vivait au Québec. C'était en février. Alors, comment on se prépare à une course où la température ressentie est 42 degrés avant l'humidex dans la jungle et par la suite, avec une montée, pour ceux qui ont déjà fait la Transmartinique, là, la montée du volcan Pelé, c'est une montée épique avec des 40%, 41, 42% d'inclinaison. C'est des kilomètres qui se rentrent en 20, 22, 24 minutes du kilomètre. Ça défile pas vite. Avec une belle performance, une gestion d'efforts, une bonne gestion d'efforts. Puis j'ai enchaîné par la suite sur des courses au Québec. J'ai fait le marathon du Mont Mégantic, qui était ma première participation, puis une course que j'ai adorée, où j'ai réussi à bien compétitionner, oui, mais c'est une course qui à chaque année attire un peloton puis une certaine densité, notamment de par les bourses qui sont remises. Donc, il y a des bourses qui sont remises au podium. Je n'ai pas la prétention de faire le podium. J'avais réussi à ce moment-là à faire un top 10 par quelques secondes, là. Alors, j'étais très heureux. Et par la suite, un des objectifs A que j'avais, c'était la chute du diable, 75 km. On le sait, là, qui a finalement été annulé pour des raisons plus qu'évidentes, là, avec les pluies qu'on a eues au mois d'août. Mais j'ai un beau projet qui s'est ajouté pour compenser à l'annulation de la chute du diable, une course dans le nord-est américain, organisée par A Reviper Running, que tu connais, puis par
White Mountain Endurance, qui est un groupe dans le New Hampshire, une course qui s'appelle la Kilkenny Ridge Race. C'est pas des courses qu'on connaît beaucoup, qu'on entend beaucoup parler ici, qui ne sont d'ailleurs pas répertoriées ni ITRA, ni UTMB, donc on ne les voit pas nécessairement dans les radars. Mais pour ceux qui aiment des courses de montagnards, c'est exceptionnel. On parle d'un 50 miles pour 5000 mètres de dénivelé. C'est fou, hein? Dans des sentiers, si vous connaissez les montagnes blanches là, au New Hampshire, extrêmement techniques, avec des montées, des descentes. Tu peux pas voir plus de racines et de roches. La particularité de la course, c'est un out and back. Donc, tu te rends finalement à 35-40 km l'autre côté, puis par la suite, tu reviens. Il y a un défi mental, moi j'ai Oui, trouvé là, clairement. de repasser sur ces mêmes sentiers. La perception du temps était tout à fait différente, mais une course où j'ai eu la chance, bon, ça a été un voyage entre amis aussi, là, des coureurs québécois et moi qui se sont déplacés sur place. Puis, pour me donner un peu une perspective à certains qui seraient intéressés, j'ai eu le privilège, j'ai eu une bonne journée, podium à la course pour une troisième place, mais une troisième place en 12h58. Vous imaginez, là, pensez aux distances, là, on parle de 76 km pour un podium qui s'est gagné à 11h30. Ça n'a aucun Une sens. deuxième position à 30 secondes devant moi. Là. Fait qu'on on a fini à 30 secondes, deuxième, troisième sur 13 heures de course. Un cut-off à 24 heures. Pour un Et 50 miles. un dernier coureur qui rentre en 23-48. Aïe, aïe, aïe. Alors, appel à ceux qui aiment les courses montagnardes, c'est du costaud. C'est du ratio temps par kilomètre qui se compare à l'Ultra Trail des Chic-Chocs, qui au final n'est qu'une continuité de cette même chaîne de montagnes-là. Fait qu'on peut pas être surpris de ce qui se fait dans les White Mountains, ce qui se continue dans les Appalaches gaspésiennes. C'est le même genre de territoire. Puis c'est une belle acquisition que Aravaipa Running a faite dans les White Mountains. Aravaipa, il y a une quarantaine de courses dans le sud-ouest américain, Arizona, Colorado, Nouveau-Mexique. Mais c'est une grosse organisation qui roule leur boss depuis très longtemps. Puis là, ils font des acquisitions, on les voit développer, même dans le vélo de montagne, même dans les courses sur route. Et là, ils ont acquis cette organisation-là des White Mountains qui existait depuis longtemps. Mais écoute, j'ai vu qu'il y a un 100 000, là, j'oublie Le Jigger Johnson. Jigger Johnson, c'est un 100 miles avec, en fait, c'est un 110 miles quasiment avec 12 000 mètres de dénivelé dans du gros technique. Fait qu'il y a des belles courses dans ce coin-là. C'est cool que tu sois allé faire ça. Écoute, sur la Jigger Johnson, petite anecdote, là, celui qui a gagné la Kilkenny Ridge Race en septembre dernier a aussi gagné. Celui qui a gagné a aussi été pendant longtemps avait le course record de la Jigger Johnson en 36 heures. Non, c'est ça. C'est... Alors, ben non, c'est un autre univers, c'est d'autres types de montagnes. Effectivement, je pense que peut-être les Chic-Chocs peuvent s'apparenter à des terrains similaires, mais c'est assez unique, là. Ouais, c'est ça. Je ne crois pas qu'on retrouve là, de telles conditions dans d'autres régions, assurément. Ouais, des sommets chauves, des températures qui sont extrêmement changeantes. Puis ça, c'est un facteur dans une course qui est non négligeable quand il faut que tu traînes beaucoup de stock, puis il faut que tu t'adaptes à la température. Tu as des sommets extrêmement froids, tu as des descentes dans la forêt qui devient super chaud. Fait que c'est plein de choses qui viennent impacter les chronos des coureurs. Oui, puis c'est intéressant. On va parler tout à l'heure là, de cotes, d'index. Ouais. On s'est récemment aussi retrouvé autour d'un comité de travail pour la création d'une Coupe Québec Trail. Pour en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Ah oui. Mais moi, initialement, je suis allé vers la fédération sans même savoir que votre comité existait. Parce que à travers le nord-est américain, avec le réseau d'Aravaipa et de White Mountain Endurance, ils ont depuis 2 ans créé ce qu'eux appellent une COP, donc une coupe, un réseau de courses sub-ultra où les coureurs sont invités à participer à un minimum de 3 événements sur 5 courses et avec des systèmes de points, on retrouve, et puis c'est des événements qui attirent une certaine densité de coureurs comme à terme, là, le gagnant de ce championnat, de cette coupe dans le nord-est américain, se voyait remettre un contrat de commandite professionnel. Alors, un coureur qui est ambitieux, puis qui est au haut niveau, puis qu'il espère peut-être passer d'une catégorie dit élite vers professionnelle, c'est peut-être l'opportunité qui se présente pour lui. Alors moi, ça m'avait beaucoup inspiré ce qu'eux avaient mis en place. J'avais initié des discussions avec la fédération pour savoir que un groupe de travail, il travaillait déjà. Alors, j'étais heureux de vous retrouver.
Ben oui, c'est ça, exact. Je voulais qu'on en parle parce que c'est un groupe de travail qui se parle depuis le début de l'automne, fin de l'été passé, initié par Athlétisme Québec, Marie-Lou Ferlandais, que moi je connais depuis des décennies d'une autre vie. On allait au secondaire ensemble, on faisait des comédies musicales ensemble, imagine. Ouais. Mais Marie-Lou, c'est une très bonne coureuse, c'est une fille qui est impliquée, qui travaille pour Athlétisme Québec depuis longtemps, puis elle a parti ce groupe de travail-là pour avoir une première réflexion sur ce qui est devenu la Coupe Québec Trail, qui serait d'avoir un circuit québécois qui ne vient pas compétitionner les circuits internationaux. Au contraire, c'est d'avoir quelque chose qui est plus local, qui est destiné à tout le monde. Tu sais, c'est autant destiné à ceux qui veulent faire une espèce d'enchaînement de courses dans l'été qui a un sens, entre guillemets, qui est de suivre une coupe puis de ramasser des points ou juste aller là où il y a ces événements-là. Tu sais que c'est des événements qui sont sanctionnés, qui ont un certain niveau d'organisation. Fait que c'est une espèce d'étampe de faire partie de ce circuit-là, mais pour les élites, puis pas nécessairement les top élites qui compétitionnent aussi sur la Golden Trail, sur l'UTMB World Series, mais qui sont peut-être la prochaine affaire, hein? Des élites qui veulent passer à professionnel ou des nouveaux élites qui veulent se prouver contre d'autres élites. Ben, il va y avoir cet attrait-là aussi pour cette coupe-là. Parle-moi de ce qu'on peut dire, de ce qui se met en place tranquillement, qui est pour 2026, on le rappelle, donc c'est pas à giga court terme, quoi qu'il y ait un appel de candidature qui est en cours pour les événements intéressés pour 2026-2027. Tout à fait. En quelques mots, là, ultimement, cette coupe-là, elle ne vient pas créer des événements. Le processus, il y a un cahier de candidature, il y a un processus dans lequel les organisateurs d'événements sont invités à déposer leur candidature s'ils veulent intégrer cette coupe Québec Trail. Il y a des éléments qui sont demandés. Bien évidemment, il y a aussi des barèmes, des paramètres, des normes à respecter. Dans ces discussions, on se rappelle, on a commencé en parlant de, OK, est-ce qu'on devrait être dans le sub-ultra ou est-ce que c'est une coupe qui comprend une multitude de distances? Est-ce qu'il y a du court, du moyen, du long, du très long? La décision qui a été prise est de débuter cette coupe avec un format de sub-ultra qui très souvent permet aussi de participer à plusieurs événements dans un laps de temps qui est donné, comparativement au très long où là, peut-être deux événements, puis souvent des coureurs qui ont aussi l'ambition d'aller compétitionner ailleurs, avec ces 100 miles notamment et plus long. Donc moi, je suis très heureux du travail qui a été réalisé, le petit travail collaboratif avec les membres du comité. Je pense qu'à terme, ça va permettre plein de choses. Ce que je pense qu'il est important de dire, il y a des investissements financiers d'Athlétisme Québec dans cette démarche. Il y a des investissements financiers qui sont demandés aussi des organisateurs pour la remise de bourses, de primes lors des différentes performances données. Puis tu sais, à terme, on le sait, on le répète, là, personne roule avec deux Ferrari dans notre secteur d'activité, dans notre industrie, dans notre monde. Mais déjà, je pense notamment à ce qui s'en vient en 2026-2027, mais je pense aussi à ce qui s'est fait au défi des couleurs. On n'en a pas parlé, toi et moi, on s'est vu aussi au pied du Mont-Saint-Anne lors de ces 2 journées d'événements. Pour moi, de permettre à des athlètes élites, voire professionnels, de compétitionner ensemble avec une forte densité et d'avoir une forme de reconnaissance de la performance et de la démarche qu'ils ont entrepris. Pour moi, ça fait tout son sens. Puis dans le développement d'un sport, bien qu'il y ait une proportion hautement plus significative des gens de trail qui sont dans un trail dit communautaire, d'initiation, de récréation, ça n'empêche pas de pouvoir à la fois cultiver cet esprit communautaire, mais d'encourager le développement de l'excellence. Moi, je vais le dire ainsi, puis est-ce que c'est un rêve ou une vision? Mais je rêve au jour où notre équipe canadienne, par exemple, à l'occasion des championnats du monde, déjà, ils font très, très bien. Est-ce qu'on pourrait un jour être une nation qui peut espérer aux grands honneurs? Moi, je pense que tout est possible. Pour ça, par contre, il faut arriver à se structurer. Ouais, pour se structurer, il faut se doter de normes, de clarté, d'accompagner des athlètes. Puis je dis pas de commencer à former nos athlètes de trail à 4 ans, comme on le voit dans d'autres sports, avec un développement extrêmement rapide, unique ou focalisé. Au contraire, la beauté du trail, puis je pense que on le voit encore aujourd'hui, les profils d'athlètes de très haut niveau, ils proviennent d'un peu partout. Ils peuvent provenir de la piste, de l'athlétisme, par exemple, du track and field. D'autres proviennent du vélo, d'autres proviennent de tout autre sport. Et puis ça, je pense que ça nourrit notre sport et ça va demeurer.
Ça va demeurer. Je pense cependant que de plus en plus, on voit que les athlètes les plus performants proviennent peut-être des filières athlétisme. Je Clairement. pense à un Jim Walmsley notamment Je pense que et à Jim est d'autres. comme le prototype qui est beaucoup émulé. Puis en ce moment, aux États-Unis, il y a une explosion de ces athlètes universitaires-là. Un peu comme une Marianne Hogan. Tu sais, Marianne Hogan performe en trail. Nous, on la connaît du Québec, des courses qu'elle a remportées il y a quelques années. Mais avant ça, Marianne, c'est une athlète universitaire aux États-Unis qui est sortie des rangs d'une université, qui s'est mis à faire du trail, qui s'est installé à Boulder, Colorado, puis qui a tout explosé, tu sais, 2016, 17, 18. Le modèle Jim Walmsley, c'est exactement ça, un athlète d'athlétisme qui applique le moteur qu'il s'est créé pendant des années sur de la piste, puis il arrive avec ce moteur-là, cette foulée-là, sur la trail, la transition se fait extrêmement bien, puis Jim Walmsley est allé rapidement sur du très long, mais on le voit que sur des maratrails, des formats sub-ultra, de la Golden Trail, ça explose ces athlètes universitaires-là. Fait que c'est effectivement une avenue, il y en a plusieurs autres, mais comme tu dis, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait de mieux, puis il faut s'organiser parce que c'est nécessaire dans notre sport, ça fait rêver, c'est le fun de voir des Québécois performants à l'international, c'est le fun de voir des Canadiens bien performer sur des championnats du monde, puis la Coupe Québec Trail va venir ajouter une certification supplémentaire peut-être pour des athlètes qui veulent aller chercher des commanditaires, qui veulent, tu sais, est-ce que à la personne qui va remporter, l'homme et la femme qui vont remporter la Coupe Québec Trail en 2026 peuvent être sacrés meilleurs coureurs de trail au Québec? Oui et non, dans le sens où c'est un sport où c'est pas possible de le faire. Si on se fie à l'UTMB World Series, qui est l'un des circuits qui existent, est-ce que Katie Scheid et Vincent Bouillard sont les deux meilleurs trailers au monde présentement? Sont dans la discussion, mais est-ce que ce sont les meilleurs? Pas nécessairement. D'autres n'étaient pas à cette course-là. Entre elles, au Québec, à notre échelle, c'est un peu similaire. Tu sais, je dis n'importe quoi puis je connais pas ses ambitions, mais une Mélodie Gilbert qui court à l'international, qui fait de la Golden Trail, qui fait de l'UTMB World Series. Est-ce qu'en 2026, elle va tasser toutes ces ambitions-là puis ces projets-là puis elle va faire que la Coupe Québec? Pas nécessairement. Fait que la fille qui sera sacrée championne de la Coupe Québec, est-elle meilleure ou comparable à une Mélodie? On le sait pas, puis c'est correct. C'est correct d'avoir ces circuits-là en parallèle. Par contre, la personne qui va gagner la Coupe Québec Trail, indépendamment de qui était sur la compétition, va pouvoir dire, ben, j'ai ce saut-là, je peux aller cogner à des portes de commanditaires, de partenaires. Ça peut m'ouvrir des portes vers l'équipe canadienne, parce qu'on sait que l'équipe canadienne, au-delà des victoires sur des courses championnats, tout le reste de l'équipe canadienne se bâtit sur le CV, sur l'expérience. Fait que ça va être une clé de plus pour débarrer des portes qui peuvent être intéressantes pour des athlètes. Oui, puis peut-être un élément à ajouter, tu parles par exemple Katie Scheid, Vincent Bouillard, tu es vainqueur de l'UTMB l'année passée. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont les meilleurs coureurs? Pas nécessairement. Ils ont été les meilleurs cette journée-là avec la densité présente dans les conditions données. Ce que je trouve intéressant, on va y revenir un petit peu plus tard, quand on parle des index, quand on parle des cotes, ben, dans ces cas présents, ben, c'est plusieurs performances qui permettent d'arriver à un indice. Et donc, je serais plus à l'aise de me fier à des indices qui prennent en compte plusieurs courses sur plusieurs formats pour juger des capacités ou à savoir qui est le meilleur. Mais que ce soit dans des sports individuels ou collectifs, celui qui gagne la médaille d'or aux Jeux olympiques, encore une fois, c'est celui qui était le meilleur cette journée-là, dans telles conditions. La même compétition une semaine plus tard pourrait avoir un dénouement complètement différent. T'sais. C'est la beauté, je pense, c'est le fait que Vincent Bouillard, personne ne l'a vu venir, puis cette journée-là, c'est un excellent athlète, on le voit en ce moment avec tout ce qu'il fait, mais cette journée-là, il était le meilleur, puis ça y a fait qu'il a remporté ce circuit-là. Au même titre qu'à chaque Jeux olympiques, on a cette histoire-là de l'athlète que personne n'a vu venir, qui a tout remporté puis qui repart avec une médaille d'or. Et en parallèle, tu as un athlète qui finit peut-être 7e, mais qui, à la fin de sa carrière, va être sacré le plus grand de tous les temps, le GOAT. Tu sais, au Québec, on en a des athlètes avec lesquels on pense, un Kingsbury, que, je veux dire, indépendamment de sa carrière olympique, qui a eu des très beaux moments aussi, mais indépendamment, t'enlèves toutes ses médailles olympiques, t'enlèves tout ce qu'il a fait aux Jeux olympiques, tu regardes sur la Coupe du Monde, c'est de loin le plus grand des grands de son sport. Mais les Olympiques, c'est un one-shot deal, comme l'UTMB est un one-shot deal. Avant qu'on entre dans notre vif du sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2025? Est-ce que ça commence bientôt la saison, là? Ben, ça commence vraiment bientôt. En fait, avant de parler de destination ou de course, en fait, c'est l'année où je vais oser.
Parce que je parlais tout à l'heure d'une progression à pas de tortue, tranquillement passer de 30, 50. L'année passée, j'ai testé le 50 miles, le 80 km. Ben, cette année, j'ose le triple digits. J'ose le 100 km. Puis ça arrive rapidement. Je serai au départ de la Desert Rats by UTMB au Colorado à la mi-avril. Plusieurs Québécoises Grosse y seront délégation. aussi. Là. Ça va être une belle délégation. À ce moment-ci, je ne sais pas exactement à quoi m'attendre. Je suis préparé. J'ai eu de bons blocs d'entraînement. Ben, je passe de ma dernière course, qui en était une très montagnarde et très longue, ben, bien évidemment, de par la vitesse, à une course qui est très, très roulante. C'est le Colorado, mais c'est pas le Colorado qu'on imagine avec la Hard Rock notamment. Là. C'est le désert, c'est tout près de Moab du Utah. Donc, un ratio de 100 km pour 2000 mètres de dénivelé. C'est très rapide. C'est très rapide. Donc, depuis presque 4 mois maintenant, ben, je passe plus de temps sur piste, sur route, sur tapis que j'en passe dans les montagnes. Les montagnes reviendront bien évidemment. Fait qu'une première course au Colorado, première course by UTMB, là, je dois avouer que je suis de plus en plus tenté à collecter peut-être des roches Mhm. ou de tenter une performance là, si la journée se présente. Mais très, très heureux de me rendre pour une première tentative sur le 100 km. Et s'enchaîne un petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus loin, en juin, jusqu'au départ de la Maxi Race euh, à Annecy, le format 60 km. Une course que j'ai vue maintes fois en vidéo. Mathieu Blanchard avait d'ailleurs fait un superbe vidéo de sa performance l'année dernière, de sa victoire sur le 100 ou le 90 km. C'est une course qui s'est présentée à moi un peu surprise, un voyage avec ma femme, donc pas d'ambition de performance plutôt que d'aller vivre l'expérience de course, puis d'en faire un voyage aussi de famille par la suite. Ça semble magnifique. Là, j'ai un ratio de 60 km pour presque 4000 mètres de dénivelé. Donc là, je retrouve des conditions que je connais un peu mieux. Et une course linéaire, Ouais. t'imagines. Donc, on traverse là, la chaîne de montagnes là, du sud au nord, donc le 1er juin. Et ben, on sera peut-être ensemble aussi au départ Ouais. d'une course à la mi-juillet. Je suis sur la waitlist pour la Vermont 100. T'es Alors, combien j'espère de que sur la waitlist? ben, ça descend. J'étais 45e lors de la pige. Je suis maintenant 27e. OK. Puis après avoir parlé avec la directrice de course, là, en fait, tout indique que j'y serai. L'année dernière, là, le 200e sur la waitlist est rentré. OK. C'est Quand quand elle m'a même dit ça, fou pour une course où il y a 450 personnes, mais je Exact, pense que le Vermont 100, c'est une course mythique qui fait partie de l'histoire. Je veux dire, c'est l'un des plus exact. vieux 100 miles aux États-Unis. Mais je pense que c'est une course B pour beaucoup de monde Mhm. qui espère peut-être avoir un golden ticket pour la Exact. Western State, qui espère peut-être aller à Leadville, des Mhm. courses américaines. On dirait que Vermont est comme dans une deuxième classe, qui fait qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui espère, puis qu'à la dernière seconde vont quitter le Vermont 100 pour aller faire autre chose, ce qui fera des Exact. heureux parce que c'est une course 450 sur le départ, puis que le 200e sur la waitlist rentre, ça veut dire qu'il y en a 200. C'est quasiment Ils ont 50% des gens qui ont libéré, été là. pigés, qui ont libéré leur dossard. Fait que Exact. c'est un bon Exact. taux de roulement. Ben, ton hypothèse est bonne. J'y avais pas trop réfléchi, mais effectivement, peut-être qu'elle se place comme course B parce que sur les formats, hein, c'est un 100 km ou un 100 miles. Ouais. T'es pas certain que des coureurs performants oseraient une telle distance à quelques semaines, tu sais, d'un UTMB Ben ou non, c'est ça. d'une autre course en début d'automne. Donc, effectivement, dans ma tête, c'est un monument du trail américain, là, de par je sais pas la combienième édition là, qui sont rendus. Alors, Ben, c'est le alors ça, troisième plus vieux 100 000 aux États-Unis après ça, Western State et Old Dominion. C'est OK. dans la foulée ils appellent ça le Grand Slam, qui est les 5 plus vieux 100 Mhm, 000 aux États-Unis. T'ajoutes à ça Leadville et Wasatch, mais mhm. Vermont, ça fait des années 80, je pense que Ouais. que c'est là. Fait que ça fait quand même un bon petit bout. Ils ont de l'expérience. Et ils Et ont on court encore encore des avec les chevaux. chevaux. Exact. Western State, il y avait des chevaux, il n'y en a plus. Exact. C'est ce qui fait, Exact. par contre, j'ai hâte de parler à des gens qui l'ont déjà fait, donc Guillaume Audette, Ouais. qu'on connaît tous les deux, qui l'a Ouais. fait le 100 000, qui sera sur le 100 km. Je pense que c'est très roulant parce que t'es sur des double tracks, t'es sur des sentiers, des chemins d'accès où les chevaux empruntent. Fait que il y a peut-être moins de racines que dans les White Mountains ou dans les Chic-Chocs, mais il y a plus de crottins de cheval. Puis ça, c'est non Exact. négligeable quand tu veux garder tes beaux choses propres.
Qui est Essaye l'objectif de tout partir avant trailer. les chevaux, Yann. L'objectif, c'est de partir avant les chevaux. Ok, ça, sont comme le quota, fait qu'il faut pas qu'ils te dépassent. Exactement. Je comprends. Donc, un événement en juillet, puis j'espère pouvoir retourner sur le 75 km de la chute du diable. Ouais, une reprise, on leur souhaite. Cette fois, c'était au départ début août l'année dernière, ça a été décalé un peu, c'est maintenant la dernière fin de semaine du mois d'août. Donc, quatre beaux événements Ben oui. auxquels j'espère peut-être ajouter quelques courses de format plus court, sub-ultra. Puis comme mes deux courses de 100 km sont plutôt roulantes, là, comme Desert Rat puis Vermont-Sang, j'ai pris goût à m'entraîner sur piste, à m'entraîner sur route. Donc, j'espère peut-être aussi aller faire quelques événements de route, des formats 5 km, 10 km peut-être. Puis, tu sais, petit clin d'œil, on parlait de développement des athlètes tout à l'heure. Moi, je le dis, mes amis le savent, mais je suis un grand fan de David Roach. Ouais. Depuis longtemps, depuis bien avant qu'il passe sur un podcast comme Rich Roll puis qui a propulsé sa visibilité médiatique. Puis le gars a une approche de l'entraînement qui détonne, mais qui est très scientifique, très paramétré. Puis peu savent que dans sa préparation pour le Leadville 100, il a fracassé le record de Matt Carpenter. Le premier bloc spécifique de David Roach sur sa préparation 100 000, ça a été une prépa 5 km. Ah oui. Fait que ça sort des idées où pour faire du 100 000, il faut absolument que tu fasses des grosses semaines, du volume, du dénivelé. Et je trouve intelligent de venir positionner puis de construire finalement la performance brique après brique. Puis certainement, moi, je suis de ceux qui croient que la préparation puis la vitesse acquise sur son 5 km 9 mois avant sa course a contribué à sa performance. Je suis convaincu de ça. Toutes les études le prouvent, puis je veux dire, si t'es plus rapide sur 5 km, c'est pas le fait d'être plus rapide sur 5 km puis il en reste 155 à faire sur un 100 000, c'est plus le fait que si t'as augmenté ton moteur, t'as grossi ton moteur, ta zone d'effort, elle a bougé aussi. Donc, si on se dit que, j'ai bien écouté David Yecker la semaine passée au podcast, mais si on se dit qu'on vise d'être dans notre zone 2, peut-être 3, dépendamment de la longueur de l'effort, si on s'est torché sur du 5 km puis qu'on a grossi le moteur, cette zone 2-là est un petit peu plus vite. Puis dans un cas d'un athlète d'exception comme un David Roach, je dis athlète d'exception, je veux dire, il a construit ce moteur-là, puis il y a une raison pourquoi il perce, entre guillemets, à 37, 38 ans, dans la fin de la trentaine, parce que il a construit quelque chose pendant des années, pierre par pierre, puis c'était un coach, c'était un scientifique du sport, c'était un podcasteur, et à 37 ans, est devenu le trailer qui bat le record le plus difficile à battre de l'histoire du trail américain. Et je veux dire, c'était le plus vieux record qui était toujours jamais tombé. Personne ne pensait que ça se pouvait rivaliser avec Matt Carpenter, qui était un athlète d'exception. Puis David Roach fait des choses différentes. Il a dit, je vais être le plus rapide sur le premier mile. Et après ça, il m'en restera 99 à faire. C'était ça sa philosophie. Puis c'était pas juste une bonne journée, parce qu'il y a eu un peu cette discussion-là. Est-ce qu'il y a eu une journée exceptionnelle une fois puis c'est fini? Il a remis ça un mois et demi plus tard à Javelina, qui est une course en octobre organisée par Aravaipa, qui est l'une des courses les plus compétitives aux États-Unis, extrêmement roulant. Là, c'est même pas 1500 mètres de dénivelé sur 100 000. Et il a tout explosé. Il a fait un des temps les plus rapides de l'histoire sur 100 miles. Il s'amène sur la Western State, puis Jim a bien beau avoir gagné 4 fois puis être de retour cette année. Est-ce que c'est Jim le favori? Question ouverte. Ouais, on lancera les pronostics. On verra Kenty la semaine prochaine. Je pense que Jim est en grande forme. Je le disais dans mon café du vendredi la semaine passée. Il a explosé un 50 km au State. Jim est en grande forme. Puis quand Jim se pointe sur une ligne de départ, il est le favori. Mais David Roach est l'espèce de joker dans l'équation, parce que, en tout cas, on pourrait geeker longtemps sur David Roach. Je pense qu'on pourrait faire un épisode sur David Roach. Il y en a qu'à noter pour... Clairement. Il y a quelque chose, puis une question dans ton précédent épisode où vous vous questionniez sur la performance chez les athlètes plus âgés. On a vu Ludovic Pomeray, notamment une performance plus qu'exceptionnelle. Puis je pense que sur des formats longs, je pense à la Leadville de David, je pense à la Hard Rock de Ludovic, il y a un déterminant de performance qui est trop peu discuté, c'est l'expérience.
Clairement. Et on parle des briques, là, mais ultimement, c'est vrai que dans des formats courts, je pense au vertical, là, tu y étais, ça pince, ça fait mal, les fréquences cardiaques sont dans le tapis. Ben, les indicateurs de performance ou les déterminants de la performance, c'est sûr qu'on va se tourner vers le VO2 max, l'économie de course, des éléments qui sont très physiologiques. Mais quand on bascule sur des formats très longs, c'est encore des déterminants de la performance. Mais je pense qu'ils ne sont pas aussi responsables de la performance qu'ils le sont sur des formats courts. Et la variable expérience, il faudrait mieux la comprendre, la connaître. Est-ce que ça passe par le nombre de courses, le nombre de kilomètres parcourus sur 10 ans? Mais l'expérience, pour moi, est un facteur clé à la performance dans notre sport. Exact. Puis c'est une multitude de choses. C'est une expérience en course dans ce sport-là, mais c'est une expérience qui peut être tout autre. Tu sais, on voit des athlètes arriver avec des backgrounds c'est juste qu'au quotidien, leur emploi est pas sédentaire. Leur emploi est physique, ce qui fait que ça fait 10 ans qu'ils ont un travail physique où ils brûlent 1000 calories par jour dans leur métier avant même d'aller faire leur entraînement. Fait que ça, c'est un facteur. Après ça, l'expérience alpine, l'expérience à la tolérance au froid, quand ça fait, on a souvent entendu parler de François Den, que la clé d'un de ses succès, notamment à Hard Rock, c'est sa capacité à se changer. Pendant un 100 000 à pleine vitesse, varier, ajouter le manteau, enlever le manteau, mettre les pantalons, enlever les pantalons. C'est ce qui fait qu'il a semé Dylan Bowman en 2021 sur la Hard Rock. C'est que Dylan Bowman tentait de courir ça sans se changer, puis François Dayan a une expérience de montagnard, de skimo, de faire de la haute montagne, de commencer en bas de la montagne, il fait 20 degrés, finir en haut à moins 20, puis de devoir se changer. C'est une expérience qui s'ajoute. Fait que c'est une multitude de facteurs. Je pense que c'est ce qui rend l'ultra-trail intéressant aussi, c'est que c'est pas le meilleur athlète sur papier qui va nécessairement l'emporter. En fait, tu prends les 20 meilleurs à la ligne de départ, puis leur VO2 max, on s'en fout rendu là. Il y a tellement d'autres facteurs qui arrivent. Hein. Tout à fait. Je pense que c'est l'heure qu'on entre dans le vif du sujet. Samuel, on a été approché par Athlétisme Québec pour le colloque Viens courir, qui est un colloque qui se passe à Québec en mars 2025, qui s'adresse à des organisateurs et des organisatrices de courses, autant en trail que sur route, pour explorer le sujet des indicateurs de performance, donc démystifier la cote ITRA, l'UTMB Index. Puis on commençait à se parler de ça, à échanger du contenu quand j'ai reçu Rémi Leroux dans le cadre d'un panel sur la professionnalisation, puis qu'on s'est rendu compte, Rémi et moi, en discutant que shit, il y a des infos qu'on comprenait pas, puis je pensais que je comprenais bien ces indicateurs-là, puis il a fallu ouvrir le hood puis aller voir dans le moteur qu'est-ce qui se passe, parce que c'est très complexe, mais au-delà de ça, on a monté une conférence qui devrait être 30 minutes à suivre, qui est là pour informer des organisateurs de courses sur ces indicateurs-là. C'est quoi l'avantage d'adhérer à ces organisations-là? C'est quoi l'avantage d'entrer les résultats sur l'ITRA, sur l'UTMB Index? Est-ce que ça a une plus-value? À quoi ça sert? Puis, à mesure qu'on en parlait, je me disais, tu sais, je vais optimiser ce qu'on fait, le temps qu'on fait. On le présente à une vingtaine d'organisateurs de courses ce week-end. C'est bien, c'est vraiment cool de le faire. Ça a été une belle expérience juste de collaborer avec toi puis d'ouvrir le hood, justement, puis d'aller voir ce qui se passe en dessous du capot. Mais là, je me suis dit, on va faire une générale, on va se pratiquer, nous, avant d'aller faire cette conférence-là. Pourquoi on ne l'enregistrerait pas sous forme de podcast? Parce que même si on s'adresse à des organisateurs de courses, puis même si notre contenu a été développé pour des organisateurs de courses, je pense qu'il y a une partie des gens qui font du trail que ça intéresse parce que c'est très abstrait. L'ITRA, la cote ITRA, les scores ITRA, l'UTMB, à quoi ça sert, d'où ça vient, c'est quoi le calcul, comment qu'on arrive, c'est quoi la différence entre une cote de 600, puis de 400, puis de 900. Fait que je me suis dit, faisons un épisode de podcast, prenons des nouvelles, prenons une petite pause pour un message d'un partenaire, puis au retour, faisons notre conférence comme si on s'adressait à des organisateurs de courses. Ça sera notre général. Peut-être que les gens qui écoutent vont avoir une version plus longue parce que c'est notre première fois qu'on le fait ensemble. C'est supposé faire 30 minutes, mais ça se peut qu'on fasse 45 puis qu'on se dise il va falloir couper. Les gens qui le verront dans 2 jours auront la version coupée 30 minutes. Les auditeurs auront on disait tantôt à la blague, le Director's Cut, hein, la version du film avec un montage plus long. Ils auront l'intégrale, sans filtre, avec probablement peut-être des bugs ou des erreurs ou des discussions entre nous de « Hey, on devrait le dire de telle façon ». Mais rendons disponible aux gens cette pratique-là parce que je pense qu'il y a du matériel qui est intéressant. Donc, on prend une mini-pause et on se parle de l'autre côté.
Vous connaissez événement Arikana pour l'Ultra Trail Arikana de Charlevoix, mais saviez-vous qu'ils sont aussi à la barre de l'échappée de l'île aux Coudes, un événement de course à pied unique au Québec en début de saison avec des épreuves autant sur route que sur trail. Le samedi, c'est sur l'asphalte que ça se passe avec des épreuves de 5, 10 et 23 km. Le dimanche, découvre les trails de la célèbre île grâce à des parcours de 7, 12 et 21 km. Nouveauté cette année, pour ceux et celles qui souhaitent rentabiliser leur raid de traversier, il y a l'épreuve de la Grande Échappée, un classement cumulatif des épreuves de 23 km route du samedi et de 21 km trail du dimanche. Le paysage est extraordinaire, les gens sont fins, puis tout le long de la course, tu vas avoir le fleuve d'un côté et les magnifiques montagnes de Charlevoix de l'autre. Manque pas ça, c'est du 13 au 15 juin, puis il reste encore des dossards pour toutes les distances. échappéiac.com. Donc voilà, Samuel, on le disait avant la pause, on est là pour présenter cette conférence-là. Ceux qui aiment vraiment ce type d'informations-là, je vous invite à aller sur YouTube parce que Pas sorti du bois a une page YouTube depuis 5 ans. Tous les épisodes s'y trouvent. Je suis toujours surpris de voir qu'il y a un bon nombre, il y a des centaines de personnes qui regardent les épisodes. Si je le dis ici, je pense que je m'en suis jamais vanté, mais ce sont des versions... sans filtre, parce que c'est arrivé avec le temps que j'adapte une coupe d'affaires dans les épisodes. Des fois, je vais aller couper des petites sections. Ça change en rien le contenu des épisodes, mais des fois, je vais aller faire un petit travail d'épuration, de question d'avoir un épisode qui est plus fluide. Ça, c'est ce que je fais pour le podcast, mais sur YouTube, c'est intégral, c'est pitché là tout le temps. Donc, ceux qui veulent voir même la conférence, le visuel, parce qu'on a un support visuel, on a sorti nos talents d'artistes pour faire un PowerPoint. Ceux qui veulent le voir, ceux que ça intéresse, ces indicateurs-là, l'ITRA, l'UTMB, on aura le support visuel, puis on va s'y référer. Fait que ceux qui sont en train de courir, qui peuvent pas regarder le PowerPoint pendant, on s'excuse, ça se peut que des fois on fasse référence à ce qui est à l'écran, mais c'est la beauté d'assister à une pratique de conférence. Fait que je vais partir notre présentation et je vais voir si c'est possible de même partager à l'écran. On fait des folies techniques. Share, parfait, on va partager ça. L'écran 2. Et voilà. Quand on vous dit que ça va être sans fait. Est-ce que tu vois l'écran, Samuel? Yes. Parfait. Fait que, écoute, c'est toi qui ouvre le bal de cette conférence-là. On se lance tout le monde, puis on vous souhaite une bonne conférence. Mettez-vous dans l'optique que vous êtes dans une salle de classe, que Samuel et moi vous présentons des choses, puis que vous êtes des organisateurs de courses. Pourquoi pas? un nouveau format, tu trouveras un brand pour le format conférence. Oui, c'est ça, exact. Dans les souliers de Jean Fortier. Non, le titre de la conférence est assez simple. Yannick, tu as fait une excellente introduction, là, démystifier les différents indicateurs de performance en trail. On va commencer, avant de parler de ces indicateurs, on va regarder essentiellement pourquoi on parle du sujet. Pourquoi on parle aujourd'hui des différents circuits, puis vous le savez, vous suivez le sport, vous êtes des passionnés. Il y a depuis plusieurs années une multiplication de circuits. La multiplication de circuits, c'est un phénomène qui a son lot de critiques, hein, parce que souvent, on peut penser notamment dans la position d'un athlète qui a à faire des choix sur la participation à une course d'un tel circuit ou par rapport à un autre. On sait que plus les distances s'allongent au niveau de notre sport, moins c'est possible de répéter des épreuves dans un petit laps de temps, ou malheureusement, si c'est fait, ça peut mener à un risque de blessure qui est augmenté. C'est un phénomène qui d'ailleurs, là, oui, est critiqué, mais c'est un phénomène qui, sur le plan de la recherche puis de la science, est tout à fait normal et attendu dans des sports à forte croissance. Parce que ce sport, je veux dire la course de sentier, puis la course de sentier, la course de montagne, l'ultra-trail, ce sont toutes des disciplines qui sont distinctes. C'est important aussi de mieux comprendre quels sont ces différents circuits, puis à quels intérêts ils répondent. Parce que oui, il y en a plusieurs, mais pour moi, quand je porte le regard sur un World Trail Majors, qui dans le cadre de sa première année s'est concentré notamment sur des courses longues, très longues, de 100 000, peut-être un peu moins, mais un format long, c'est très différent de la proposition de valeur qu'a le Skyrunner National Series. Donc déjà, de comprendre ce que proposent ces différents circuits, les formats, permettent pour l'athlète, puis pour le pratiquant, comme toi et moi, Yannick, de faire les bons choix.
on parle de croissance. Je me rappelle en 2021, c'était un des principaux sujets qu'on voulait amener à la table, Yannick, parce qu'on parlait de l'UTMB, d'Ironman, de la croissance du sport. On avait des craintes. Euh, Encore aujourd'hui, les données datent de 2022, là, le trail running est un des sports avec la plus forte croissance globale dans le monde. Actuellement, là, ce serait le 7e sport à la plus forte croissance dans le monde. On parle d'une croissance annuelle de 12% année après année. Vous pouvez imaginer là, au niveau des pratiquants. Sur le territoire Amérique du Nord, 231% de croissance dans les 10 dernières années. Et donc, ben, il y a une raison aussi pourquoi les circuits se multiplient. Ben, on le voit, les circuits se multiplient, le nombre de courses se multiplie, mais ben, bien évidemment, on va ramener l'offre et la demande. Actuellement, de nouveaux événements qui s'ajoutent, de nouveaux circuits qui s'ajoutent, ben, on voit que la demande est au rendez-vous. Donc, ben, bien évidemment, pour répondre à la croissance, ben, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'avoir des événements qui sont organisés de façon professionnelle et des événements pour moi aussi, on voit en haut à gauche le logo de Coupe Québec vient courir. On aura notre propre logo trail, tout le monde à terme. Euh, ben, il y a aussi des circuits avec des portées provinciales, nationales, puis internationales. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, là, on va essentiellement s'intéresser à l'UTMB World Series et ses index, et à l'ITRA, la Fédération internationale de trail running, avec les cotes ITRA. Ben, pourquoi on en parle? Puis je vais justifier à nouveau là, les questions des indicateurs. Ben, c'est parce qu'il faut se doter d'un langage commun. Euh, on- Yannick, tu as le privilège d'accueillir des athlètes de tous les niveaux, mais certains athlètes de très haut niveau. Puis je suis toujours sceptique quand on parle d'athlètes élites. Pas parce qu'ils ne le sont pas, mais parce que la définition que peut avoir une personne par rapport à une autre à qu'est-ce qu'un athlète élite, c'est pas clair. Ça manque de cohérence et on n'a surtout pas de normes de pratique pour juger si un athlète est dit élite. Dans le monde de la course sur route, c'est très simple. On adopte des standards. Il y a des standards féminins, des standards masculins en fonction des distances et du moment où un athlète peut atteindre le standard ou se qualifier au standard, il peut être, je vais dire, jugé comme athlète élite à la ligne de départ. Tu sais, l'idée ici est pas de dire je me pète les bretelles parce que moi je suis un élite, toi tu ne l'es pas. Mais dans le développement de nos systèmes sportifs, dans le développement de la pratique du trail, notamment dans la perspective de compétition, ben, ça va être important, selon moi, rapidement d'arriver à une définition commune, collective, parce que ben, le trail, on le dit tout à l'heure, on fait pas des millions à le pratiquer, mais s'il y a des opportunités de bourse, s'il y a des opportunités de gratuité de dossard, s'il y a des possibilité de forfait d'accueil notamment. Puis on le voit de plus en plus en Europe, alors que je regardais les courses, notamment la Maxi Race, en haut d'une cote ITRA de 700, par exemple, le dossard t'est offert. En haut d'une cote, je crois, de 750 ou de 800, le dossard t'est offert et on prend à charge ton hébergement. Donc, vous voyez, c'est des éléments intéressants parce que en se basant sur un indicateur qui est une cote de performance, ça permet aux organisateurs de courses de prendre ben, en compte la performance de l'athlète et de lui offrir ultimement des avantages sur son statut. Puis, ça évite les perceptions ou des critères subjectifs. Tu sais, Yann, on en a parlé, toi et moi, puis sans viser un événement, sans viser un organisateur, voire un ou une athlète. Moi, l'année dernière ou l'année précédente, alors que les courses telles qu'elles le font tous et toutes notamment, présentent les athlètes élites invités au départ des différentes distances, ben, et en tout respect pour la personne, encore une fois, je ne crois pas aujourd'hui qu'un athlète qui a 440 de cote ITRA notamment est un athlète dit élite. C'est pas un jugement, c'est pas négatif ce que je tente de vous partager, mais c'est plutôt dans l'idée où si on veut une densité, une reconnaissance, une forme de valorisation de la pratique du haut niveau, il faut être cohérent.
puis il faut parler d'un langage commun, tout comme le permet les standards de performance de course sur route. Le meilleur outil, selon moi, disponible aujourd'hui pour établir des standards de performance sont les index et les cotes. Rapidement, parce que le 30 minutes deviendra 1h30 si je me fie à notre rythme. Il y a quelques années, à la suite du balado avec toi, Yann, j'avais pu écrire au magazine, un article dans le magazine Distance Plus sur l'esprit trail, hein, parce que 2021, on se rappelle, les plaques tectoniques du trail ont été ébranlées. Ironman achète l'UTMB, on ne comprend pas très bien, on essaie de comprendre, mais la situation évolue rapidement. Puis j'avais laissé à l'écrit là, une question sur où en sera le trail. Puis en quelque sorte, nous sommes tous comme pratiquants responsables de cet esprit de communauté. Puis moi, 3 ans, presque 4 ans après l'annonce pour lequel on s'était rencontrés, l'esprit communautaire, il existe toujours. Tu sais, ce tremblement de terre qui avait amené au boycott, ça avait été repris dans le cas de Whistler, on en avait parlé sur un café du vendredi. Compte tenu de la croissance, compte tenu de l'actif exceptionnel qu'ils ont en l'UTMB comme course, avec le paysage, avec l'histoire, les archives de ce qu'est la course UTMB, ils sont présents, mais ils sont présents parmi d'autres. Puis pour moi, les inquiétudes que l'on pouvait avoir sur notre esprit trail ou l'esprit communautaire, finalement ne se sont pas avérés vrais. Puis encore aujourd'hui, le sport grandit, se développe. Il y a de belles initiatives locales jusqu'à l'international. Là, c'est des graphiques. Alors, les gens en ligne ne comprendront, les gens en audio ne comprendront pas, mais quelques graphiques que je vais rapidement là, décrire. Euh, il y a deux, je veux dire, méga analyses qui ont été faites là, 2020-2022 sur l'état du trail running puis du ultra trail. Ça a été commandé par World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme, et en collaboration avec le site Run Repeat. On parle de données, là, de centaines de milliers de données disponibles où on est venu tracer le portrait de ce qu'est le trail dans le monde, le portrait de ce qu'est l'ultra trail dans le monde. Il y a une croissance, elle se comprend très bien évidemment à l'écran, là, où on a aujourd'hui plus de 20 millions de pratiquants, de finishers sur ces courses. On voit bien évidemment un creux en 2020 comme la très grande majorité des courses avait été annulée. À la prochaine diapositive, on pourra on le voit ici, c'est l'état du ultra trail. Là, on distingue donc le trail running de l'ultra trail, des distances qui sont de plus de 42 km, pardon. Fait que pour 2018, les dernières données disponibles, c'est plus de 500 000 participants dans des formats ultra. Et puis, vous le voyez, là, les courbes ne suivent pas une trace bien droite, mais au contraire, là, on voit que la croissance se poursuit et je ne serais pas surpris de voir la courbe poursuivre son ascension là, dans les prochaines années. Puis, peut-être dernier tableau statistique, un élément pour les organisateurs de courses que je trouve primordial de comprendre. On a d'une part à gauche, hein, le nombre de participants finissant pour des courses au Québec. Ça avait été publié par le magazine K-Mag. Défi des couleurs Simard, près de 4000 participants finissant. La plus importante course en termes de participants en Amérique du Nord, plus que le grand rendez-vous américain. Et puis, qu'est-ce que pour moi, ça amène à mon attention, puis notamment pour des organisateurs de courses, c'est ces événements qui au départ étaient peut-être des volontés bénévoles, un petit groupe de personnes qui décident de lancer une course d'ordre local ou régional. Les tendances actuellement au niveau des événements sportifs en trail running, c'est qu'il y a de moins en moins de petites courses, mais de plus en plus de grandes courses. Et donc, on est parti au tournant des années 2010, alors que près de 70% des courses avaient moins de 500 participants. Aujourd'hui, 12 ans, 15 ans plus tard, il y a moins de 15% des courses qui sont, on va les qualifier de plus petites courses, donc moins de 500 participants. Puis ça amène bien évidemment certains défis pour les organisateurs d'événements que je souhaite quand même nommer. On peut passer.
Yes. En fait, la professionnalisation, vous avez fait une table ronde là, sur le sujet il y a quelques semaines, quelques mois. Ben, la professionnalisation, c'est un phénomène qu'on rencontre chez l'athlète, mais qu'on rencontre aussi chez les gestionnaires. Comme je le disais tout à l'heure, gérer un événement avec 3852 participants finissants, là, c'est un métier, c'est un job. Là. Et ça nécessite d'avoir des connaissances puis des compétences multiples que l'organisateur local n'a pas nécessairement. Tu sais, on parle de ressources matérielles, de ressources financières, de ressources humaines, gestion de participants, gestion de parcours, santé, sécurité et toute autre tâche connexe. Donc, c'est important de comprendre aujourd'hui, puis petit clin d'œil à tous ces organisateurs qui se dévouent, qui parfois reçoivent la critique du coût de participation, ben, comprenez que derrière ces organisations, il y a une entreprise, il y a une organisation, un organisme ben, qui doit déployer des ressources significatives pour s'assurer la mise en place d'un événement qui va être d'une part sécuritaire, mais qui va aussi avoir de la valeur. Le rôle du gestionnaire d'événements, de plus en plus, est un rôle qui, je ne crois pas, peut être assumé que sur des bases bénévoles. Il faut le valoriser, il faut le reconnaître. C'est un métier à part entière. Pour l'illustrer, là, petit clin d'œil à ces organisateurs qui seront avec nous, mais on parle de la professionnalisation de l'athlète vers la perspective de l'athlète amateur vers l'athlète professionnel. Dans le cadre des organisateurs d'événements, on pourrait voir le spectre de la professionnalisation comme le passage d'une occupation bénévole vers une carrière, vers une organisation professionnelle. Ça, Yann, je vais le couper à la présentation vu le temps. C'est noté. On vous l'avait dit, vous auriez accès au behind the scenes. Ça, Yann, je vais en glisser mon, mais on pourra le couper. En fait, c'est ma passe à palette pour Yannick là, pour poursuivre. Ben, les indicateurs que sont la cote ITRA, que sont l'index UTMB, on est, Yannick et moi, convaincus là, que ça permet de créer de la valeur auprès des organisations. Mais ça permet de créer de la valeur surtout auprès d'organisations à portée provinciale, nationale et internationale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des événements qui sont enracinés dans votre localité, dans votre ville. Ben, c'est des événements dans lesquels, très souvent, les participants seront de proximité. Hein. Il y a souvent un esprit de communauté, il y a un esprit de famille. On comprend de quoi il est question. Je ne suis pas certain que d'adhérer à une cour, à l'ITRA ou à l'UTMB Index pour un événement à portée locale va vraiment faire la différence. Mais il y a un point d'inflexion à un moment donné où ben, vous voulez peut-être développer, augmenter, croître au niveau de la participation, augmenter la portée ou la visite d'athlètes élites. Ben là, les indicateurs et les codes sont tout indiqués. Donc, bien de distinguer quelle est la portée de votre événement. Puis, ça ne veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre, mais il faut juste comprendre c'est quoi le produit qu'on a à offrir. Écoute, Sam, on s'était dit qu'on allait faire 15 minutes chaque. T'as fait 15 minutes pile, fait que t'es l'élève modèle. Ah! J'espère réussir, moi aussi. On poursuit. Donc, on va vous parler de deux organisations distinctes. On va s'intéresser à l'ITRA, donc la International Trail Running Association, et l'UTMB World Series, un circuit international qui a été créé autour de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Premier disclaimer, ceux qui voient pas, il y a un gros titre disclaimer qui est répété, hein, c'est mon premier avertissement. On va pas entrer dans le fin détail du calcul exact qui génère la cote ITRA ou l'index UTMB. C'est un algorithme qui est complexe que l'ITRA et l'UTMB ne diffusent pas dans le fin détail. Puis l'objectif aujourd'hui, ben, c'est pas nécessairement d'entrer dans ce fin détail-là, mais plutôt de comprendre à quoi tout ça sert et quel est l'avantage pour un événement de déposer ses résultats sur ces plateformes. Première chose, qu'est-ce que l'ITRA? C'est une association indépendante qui a pour mission de porter la voix des acteurs du trail des 5 continents afin de promouvoir le trail à travers le monde et défendre ses valeurs éthiques. Ça, c'est un copier-coller de leur site web. C'est ça, leur mission. Ça a été fondé en 2013 avec l'idée de promouvoir le trail au niveau international. Quand on regardait les graphiques de Samuel tantôt, on voit que de 2013 à aujourd'hui, l'objectif est pleinement atteint à une vitesse exponentielle. Fait intéressant, vous verrez plus tard pourquoi je vous le mentionne maintenant, mais le premier président de l'association, c'est Michel Poletti, qui est également le cofondateur de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. À noter que l'ITRA est reconnu par World Athletics, qui est anciennement la International Association of Athletics Federations. Parmi les fondateurs de l'ITRA, il y a le statisticien Didier Kurdi,
qui était le créateur de l'indice de performance ITRA. L'indice, c'est un outil qui permet de classer les athlètes en fonction de leur niveau, indépendamment de la distance de l'épreuve à laquelle ils participent. Donc, du kilomètre vertical jusqu'aux 250 miles. L'indice de performance peut être utilisé pour comparer le niveau de différents trailers dans le monde, puis il est construit sur une échelle allant de 1 à 1000 points, 1000 correspondant à la meilleure performance théoriquement possible de tous les temps. On passe maintenant à l'UTMB World Series, qui est un circuit international de trail et d'ultra trail fondé en 2021 par le groupe Ultra Trail du Mont-Blanc et dont la première édition a eu lieu en 2022. Tantôt, on parlait d'une association, d'une organisation, l'ITRA. Là, dans ce cas-ci, c'est un circuit. C'est ce à quoi faisait référence Samuel plus tôt dans sa présentation. Le circuit est né de l'association qui a été faite entre le groupe UTMB, qui était jusqu'à maintenant une organisation familiale, mais qui prenait en importance, qui gagnait en importance, qui est basée avec son siège social à Chamonix. Cette association-là a été faite avec Ironman Group, dont le siège social est basé en Floride et dont la valeur dépasse les 2 milliards de dollars. Je brague ces chiffres-là parce que c'est important de comprendre à quel point cette association-là entre une entreprise familiale qui prend en expansion et un géant milliardaire international basé en Floride est quand même particulière puis a pu créer un certain tollé à l'époque. Le circuit a succédé à l'Ultra Trail World Tour qui était en opération de 2013 à 2021. En ce moment, à l'heure actuelle, l'UTMB World Series compte 51 événements aux 4 coins du globe, dont celui que Samuel ira faire dans quelques semaines. Comment fonctionne l'UTMB World Series? Contrairement à l'Ultra Trail World Tour de l'époque où les classements de la série étaient basés sur des points cumulés sur différentes courses dans l'année, donc ton classement final de l'année, c'est pas les performances sur une seule course, c'est une cumulation de points de tes meilleures performances parmi les courses du circuit. L'UTMB World Series a opté pour une façon de faire qui est différente où les épreuves de l'UTMB à Chamonix en août sont les finales du circuit. Donc de septembre à août, les athlètes tentent d'accéder à cette finale-là en remportant des courses et 12 mois plus tard ou un mois plus tard, selon à quel moment tu t'es qualifié, ben tu t'en vas faire la finale à l'UTMB. Donc l'événement, leur événement qu'ils ont créé en 2003 à Chamonix devient cette espèce de finale mondiale-là pour les classements du 50 km, du 100 km et du 160 km. Pour les athlètes amateurs, ben les événements de l'UTMB World Series, c'est les seuls qui permettent de se qualifier pour tenter d'obtenir un dossard pour l'UTMB via un tirage au sort. Donc l'UTMB, c'est les finales, mais c'est aussi 2400 personnes par distance, grosso modo, qui prennent le départ. Donc une grande part d'amateurs. Ça fait rêver l'UTMB. Tout le monde qui connaît le trail connaît cette course-là. Tout le monde, je dirais pas tout le monde, mais beaucoup de monde espère un jour cocher cette bucket list-là. Donc, pour y accéder, ça se fait via ces courses-là de l'UTMB World Series. On s'adresse à des organisateurs de courses. J'entends peut-être la question, mais comment faire partie de l'UTMB World Series? Pour un événement, l'idée de faire partie de l'UTMB World Series peut être intéressante parce que c'est une visibilité internationale. Tu deviens unique dans ta région. Tu deviens la seule qualification possible pour les athlètes amateurs. Par contre, il faut savoir qu'une course qui désire joindre la série doit être vendue au groupe UTMB, principalement sur le continent européen, ou à Ironman sur le continent américain. Il y a des subtilités, le continent asiatique, africain, l'Océanie, c'est un peu différent, mais dans tous les cas, tu vends ta course à un de ces deux groupes-là. L'appellation By UTMB est donc strictement réservée aux courses vendues. Il y a une petite distinction à faire avec l'UTMB Index, où il y a plein de courses un peu partout dans le monde qui peuvent cumuler, donner des UTMB Index, donc un calcul qui permet d'analyser la performance. Mais pour vraiment faire partie de l'UTMB World Series et de cumuler des running stones, des roches qui sont au final que des tickets de tirage au sort, il faut devenir by UTMB et il faut vendre sa course. À l'écran, petit tableau comparatif, ça résume tout ce que je viens de dire, mais je pense qu'on peut s'y intéresser pour ceux qui le regardent. Une course by UTMB, c'est une propriété du groupe UTMB ou Ironman. Il y en a 51 dans le monde et elles permettent de cumuler des running stones. Les courses qui sont UTMB Index, propriété pour la plupart indépendantes. Il y en a plus de 4100 présentement à travers le monde, dont plusieurs au Québec, donc plusieurs dans la salle présentement, des courses qui cumulent des index pour les coureurs. L'UTMB Index, accumuler ce score-là, c'est gratuit, c'est disponible à tous les finisseurs de ces épreuves-là, mais par contre, il n'y a pas de running stones. Donc, par exemple, si le Gaspésia a des UTMB Index, je ne sais même pas si c'est le cas, prenons l'exemple des Chic Choc parce que je le sais qu'ils l'ont, tu finis les Chic-Chocs, tu peux cumuler un score qui bénéficie à ta cote générale. Par contre,
aucun accès à l'UTMB de cette façon-là. Qu'est-ce que l'UTMB Index? Hein? On passe de plusieurs mots d'une cote ITRA à un UTMB World Series à un UTMB Index. Ben, en créant son propre circuit, l'UTMB World Series a adopté la méthode de calcul de l'indice ITRA en collaboration avec Didier Curdi. Fait que là, ben, l'UTMB Index, en ce moment, c'est la cote ITRA pré-2021. Puis l'ITRA, c'est comme ramassé sans algorithme parce qu'ils ont perdu la propriété de leur propre cote. Fait qu'ils ont recréé un calcul quasi similaire. C'est pareil, mais c'est pas pareil. L'exemple que je donne, c'est Vincent Bouillard, dont on parlait plus tôt, Samuel, qui a remporté l'UTMB l'an dernier. Pour la même performance, on s'entend, hein, c'est copier-coller, 19h54 sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Il y a une cote ITRA, un score ITRA, de 945, mais un UTMB Index de 932. Pourquoi? Je sais pas. ITRA a tenté de recréer un calcul similaire, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, entrons dans le vif du sujet alors qu'il me reste 10 minutes selon notre chrono qu'on s'est donné. Comment on mesure la performance via ces deux indicateurs-là? Deuxième disclaimer, ça pop-up d'en face des gens, je le dis. Pour simplifier l'explication, pour simplifier la conférence, on va enlever la différence, la notion. C'est ça que je dis, ouais, c'est ça. On va enlever la notion ITRA, UTMB Index. On va juste parler de la cote de manière générale. Vous le voyez, il y a une petite différence tantôt, 932, 945. Concrètement, c'est les mêmes données qu'on met dans une espèce de grosse machine à calcul qui nous vomit un résultat. Après ça, c'est quoi le fin détail dans la machine? Ni Samuel, ni moi, ni du monde peuvent le dire. Pourquoi on mesure la performance? Ben, le trail, c'est un sport où chaque course est unique, région, distance, dénivelé, technicité, conditions météo le jour J. Contrairement à la route ou un chrono sur 10 km ou un marathon peut assez facilement se comparer, sauf ouragan ou exception. En trail, c'est différent. L'idée de créer un indice de performance, ça permet de suivre sa progression personnelle, comparer des coureurs dans un sport où les conditions varient énormément, puis faciliter l'accès aux courses élites grâce à un système qui serait objectif. Troisième et dernier disclaimer, on va parler de cote et de score. Pour le bien de l'exercice, quand je dis cote, on réfère à l'indice de performance général d'un athlète. Et un score, c'est un indice de performance individuel pour un athlète sur une course. J'expose mon exemple avec la face de Marianne Hogan qui apparaît à l'écran. Présentement, sur sa page ITRA, elle a une cote de 786. Donc, je vous ai expliqué plus tard c'est quoi la cote, mais sa cote générale, c'est 786. Par contre, quand elle a fait l'UTMB, qu'elle a terminé 3e, elle a un score pour cette performance-là de 811. Comment on passe d'une cumulation de scores qui mène à une cote? C'est là qu'on arrive. La cote générale d'un athlète et non pas la cote attribuée à une performance de la course, c'est un indice de performance qui est calculé en obtenant la moyenne pondérée des 5 meilleurs scores obtenus par un coureur au cours des 36 derniers mois. Donc, tes 5 meilleures courses en 3 ans, bang, voici ta cote ITRA basée sur tes scores ITRA. On parle de moyenne pondérée parce qu'il accorde plus d'importance aux résultats les plus récents. Encore là, quelle est cette importance-là qui est donnée? On ne le sait pas. Les coureurs qui n'ont pas 5 résultats, ils ont quand même un indice de performance générale, une cote, mais ils sont un peu désavantagés versus un athlète qui aurait 5 résultats parce que dès que tu en as 6, 7, 8, 9, 10, on prend tes meilleures performances. Quand tu as 3 résultats, on fait le calcul avec 3 résultats. Pour les stats, pour le fun, les meilleurs hommes au monde ont une cote entre 850 et 950. Les meilleures femmes, c'est plus entre 750 et... J'aurais dit 800 avant, mais là, il y a des Katie Scheid et des Courtney Dauwalter qui repoussent ce chiffre-là jusqu'à du 850. On compare les hommes et les femmes avec les mêmes cotes, donc il n'y a pas d'ajustement de cote qui se fait. C'est pour ça que souvent les programmes élites vont avoir des cotes minimales ou des cotes moyennes pour accéder à des dossards gratuits, hommes et femmes qui sont différentes parce que on ne score pas de la même façon. La meilleure cote ITRA présentement au Canada, c'est un Québécois qui l'a, c'est Alexandre Ricard, 877, c'est notre meilleur au Canada. Côté féminin, c'est Marianne Hogan qui a 786, c'est notre meilleure cote canadienne et québécoise. Je dirais qu'un mid-packer est en moyenne sous les 600. En haut de 600, on commence à parler d'un élite régional, d'un élite à l'échelle du Québec, une élite locale. 700, on va voir arriver des performances qui vont être des top 10 sur des courses internationales, puis on peut monter comme ça. Je le passe vite, mais à l'écran, on a
le charte des niveaux de la cote de performance ITRA qui, eux, vont aller chercher des performances novices, intermédiaires, strong, avancées, un niveau régional, national, international, et le top level, c'est du 875 et plus pour les hommes, par exemple. Donc, ceux qui regardent en ce moment voient cette charte de performance-là. Donc, comment se mesure le score? Score, je rappelle, une performance individuelle. Première affaire, seul le chrono final est pris en compte dans le calcul de la cote ITRA et non pas le classement. Des fois, c'est quelque chose qu'on sait pas trop. Le classement, que tu finisses 4e sur une course où il y a 10 personnes ou que tu finisses 400e sur une course où il y a 1000 personnes, ça change absolument à rien sur le score. Le calcul de l'indice de performance, pour une épreuve qui est donnée, on attribue un indice à chaque coureur selon son temps final avec un maximum de 1000 points pour une performance qui serait idéale et parfaite. L'indice est basé sur la distance et le dénivelé positif converti en une distance équivalente. Qu'est-ce qu'une distance équivalente? Par exemple, une course de 22 km avec 2000 mètres de dénivelé positif, souvent l'indicateur qu'on va dire, c'est que ça vaut pour un 42, parce que chaque 100 mètres de dénivelé positif équivaut à 1 km. C'est ce qu'on projette comme calcul, de dire qu'une course de 22 km avec 2000 mètres de dénivelé, c'est un 42 km. Si le temps idéal d'un 42 km étant le record du monde à 2h00 et 35 secondes, pour faire 1000 points de score, il faudrait faire 2h00 et 35 secondes sur cette épreuve-là de 22 km et 2000 mètres de dénivelé. Prenez ça du bord que vous voulez, une épreuve de 32 km et 1000 mètres de dénivelé, same thing, ça donne 42 km en distance équivalente et il faudrait faire 2 heures pour avoir 1000. Après ça, si tu fais... problème de PowerPoint. Par exemple, si tu fais 3 heures là-dessus, la logique serait que tu aurais fait les 2/3 du 1000 points potentiel, 2 heures étant 1000 points, donc tu aurais 667 points pour 3 heures là-dessus. Le meilleur score de tous les temps, c'est 970. Fait que selon l'ITRA, selon le calcul de l'UTMB Index, on n'aurait jamais eu une performance parfaite. Jamais personne n'a fait 2h00 et 35 secondes sur un 22 kg avec 2000 mètres de dénivelé. Je vous pitch beaucoup de chiffres. Ceux qui voient la conférence vont voir des chiffres à l'écran. C'est complexe, mais c'est ça. Le coefficient ajuste l'indice selon la technicité et les conditions de course. Et c'est là que ça devient intéressant pour la discussion que j'avais eue à ce micro même avec Rémi Leroux. On va venir bouger ces résultats-là selon les conditions de la course. Comment on mesure ça? Le coefficient s'ajuste selon la technicité, selon les conditions de la course. Ça, c'est le mystère de l'équation. On parle ici du degré de technicité des sentiers, donc les roches, les racines, la boue, les conditions météorologiques, l'altitude moyenne et tout ça. C'est difficile de calculer, puis on peut pas vraiment avoir un calcul de racines glissantes par kilomètre, par exemple. Donc, l'ITRA nous dit qu'afin de prendre en compte la technicité du parcours et les conditions de course, un coefficient est ensuite appliqué pour englober les spécificités de chaque épreuve et rendre l'indice plus juste. Ce coefficient-là est calculé pour que la moyenne des cotes ITRA du jour de l'ensemble des coureurs à l'arrivée soit égale à la moyenne des cotes ITRA des coureurs au départ. Je laisse l'info se rendre à vous. Je la répète pour les auditeurs. Le coefficient est calculé pour que la moyenne des cotes ITRA du jour de l'ensemble des coureurs à l'arrivée soit égale à la moyenne des cotes ITRA des coureurs au départ. Donc, si la course est hyper technique, la moyenne des cotes ne peut pas être soudainement super basse parce que le chrono est poche par rapport au kilomètre et au dénivelé. Parce que tout le monde a été plus lent que d'habitude, parce que tout le monde était dans les racines, puis dans les roches, puis dans le sable. Je vous donne un exemple. Ce coefficient-là va permettre, par exemple, d'arriver à des scores de performance bien différents pour deux courses qui, sur papier, sont similaires si on analyse les kilomètres et le dénivelé. Et là, je sors ma comparaison préférée, le Gaspésia 100 000, la fierté du trail running québécois, et la Western States, la plus vieille course de 100 000 au monde. 200 000 qui ont à peu près les mêmes éléments de dénivelé par kilomètre, hein. Même que le Gaspésia en a un peu moins. Le Gaspésia, c'est 4100 mètres de dénivelé positif pour 100 000 et c'est 5300 pour la Western State. Deux courses qui, sur papier, sont roulantes et rapides. Si on analyse ces deux facteurs-là, on arriverait à la prédiction que le Gaspésia est beaucoup plus rapide. Mais attention, ce sont deux courses qui sont complètement différentes. L'une est rapide, roulante et de manière générale descendante.
L'autre est ultra technique, souvent boueuse avec des portions dans le sable mouvant. Si on regarde le temps des deux gagnants qui détiennent le record du parcours, il y a 8 heures de différence. Les gens qui regardent le voient à l'écran. Pour une course au profil similaire, 8 heures de différence. C'est là que le coefficient va venir uniformiser un peu les résultats. Avec tout le respect que j'ai pour l'immense talent de mon ami Yannick Bernard, ça peut être périlleux de le comparer à Jim Walmsley qui, lui, a le record sur la Western State. Jim, s'il y a une bonne journée au Gaspésia, il risque de battre le record de 22 heures de Yannick. Mais est-ce qu'il va faire 14h13 comme son record de la Western State? J'en doute fort. Je suis donc allé chercher un coureur de la Western State qui a obtenu un score similaire à Yannick sur le Gaspésia. Donc Yannick, pour son record du parcours au Gaspésia, a eu un score de 748. Si on va chercher un 740 quelques sur la Western State, la même année où Jim a fait son record du parcours, on arrive avec l'ami Eric Clavery, qu'on salue, qui a terminé à Western State en 18h34 pour une 17e place. Encore là, pour une distance, il y a un dénivelé qui est similaire. Il y a presque 4 heures de différence sur le chrono entre notre ami Yannick sur le Gaspésia et Eric à la Western State. C'est le coefficient de technicité qui vient expliquer cette différence. C'est la moyenne de tout le monde qui est remis selon la moyenne des chronos de la journée. Allons plus loin et démontrons une autre utilisation de l'indice de performance ici. Ce que les scores nous disent, c'est que la performance de Yannick se compare à celle d'Eric Clavery. Les deux gars ont 740 quelques de score pour une performance sur deux courses complètement différentes. On pourrait donc avancer que si Yannick avait une journée similaire à son Gaspésia en termes de performance, de sensations, de conditions, s'il était sur la Western State, il pourrait fort probablement réussir à se glisser dans le top 20 puis de courir ça autour de 18h30, qui est le score qui est le chrono de Eric Clavery. C'est beaucoup de chiffres que je vous pitch, mais ça permet de montrer comment il y a aussi une utilité pour le mid-packer moyen qui peut regarder sa cote, puis regarder la cote d'un coureur qu'il ne connaît pas à l'autre bout du monde, puis de se dire, on a un score qui est similaire sur une course, on a une cote générale qui est similaire, si lui a fait une course que moi j'ai jamais faite, mais si je veux m'inscrire à cette course-là, je vais faire à peu près ce temps-là. C'est pas parfait, mais ça peut être intéressant. Je pense que cette slide-là, je vais la passer parce que je viens d'expliquer exactement ça avec l'exemple de Yannick. Donc, on se dit que la diapo 33, ciao bye. Oh. Donc, on termine avec un léger retard. Pourquoi joindre l'ITRA pour une course? Pour vous qui êtes organisateur de course, 3 choses. Visibilité et attractivité accrue. Ça permet d'être répertorié sur le site de l'ITRA qui est accessible à des milliers de coureurs partout dans le monde. Puis ça permet d'attirer des coureurs qui cherchent à bonifier leur cote des élites. Deuxième raison, accès à des outils et services pour les organisateurs. Le label de qualité ITRA permet de garantir la sécurité, l'équité de l'événement. Ça a accès à des outils d'évaluation des parcours, de cotation de la difficulté des courses. Puis ça permet de bénéficier du programme de sécurité ITRA, incluant une base de données pour identifier les participants en cas d'urgence. Donc, plein d'outils qu'on vous donne si vous adhérez à l'ITRA. Ça a aussi une notion de crédibilité et de reconnaissance internationale. Être membre d'un réseau reconnu mondialement qui apporte une garantie de sérieux, de professionnalisme puis inspirer confiance aux coureurs qui viennent peut-être de l'international puis qui vont choisir parmi les courses ITRA. Je m'imagine, moi, aller dans un pays que je suis jamais allé de ma vie puis dire « Hey, ça me tente de faire une course, je vais commencer avec la base de données de l'ITRA. » Je vais toujours commencer avec la base de données de l'ITRA. C'est un saut de base que ça se peut qu'il y ait une course à l'endroit où tu te pointes le matin de la course. Il n'y aura pas une ligne dans Garnotte en peinture, puis le médecin de la course, c'est aussi le gars qui te donne du Gatorade après 35 km. UTMB Index, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi on devrait s'offrir l'UTMB Index comme événement? Les 3 mêmes raisons, j'enlève celle du milieu, l'accès à des outils, des services pour les organisateurs, c'est pas là. Par contre, visibilité et attractivité accrue, c'est la même affaire. Et crédibilité et reconnaissance internationale, c'est la même affaire, c'est un saut de qualité. L'avantage, l'UTMB Index, c'est que c'est complètement gratuit. N'importe quelle course peut téléverser ses résultats sur le site de l'UTMB en donnant les cotes, en donnant les informations sur ses parcours et de manière 100% gratuite, ça va donner un index à tout le monde. Pour l'ITRA, il y a plus d'avantages, je le disais tantôt. Par contre, l'adhésion est entre 100 € et 550 € par année selon la taille de l'événement. Je connais pas c'est quoi les revenus d'inscription d'une course typique au Québec, mais sachez que pour payer 550 de frais d'adhésion à l'ITRA, faut avoir des revenus d'inscription qui dépassent les 500 000 €. Fait que faites vos calculs, sachant combien vous avez de revenus d'inscription. À l'écran,
c'est un peu un résumé de tout ce que je viens d'expliquer. C'est quoi l'ITRA, c'est quoi l'UTMB Index. Donc, c'est ce qui clôt avec un léger retard, mais pas si pire, Sam. On fait ça en 38 minutes, on visait 30, en coupant 3 slides. Je pense que, puis en parlant un peu plus vite, si possible, on arrive à une période de questions. Comme on n'est pas live, ça me surprendrait qu'on ait des mains qui lèvent. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. J'ai plus de salive. C'est beau travail. On aura des bouteilles d'eau. Moi, j'avais fini mon thé, pas de bouteille d'eau à proximité. Une note à nous-mêmes, on a une bouteille d'eau samedi. Yes, donc je pense que ça résume bien. On s'est penché sur la question, puis j'invite, pour vrai, je blaguais sur les questions, mais on termine avec une période de questions. Je pense que c'est beaucoup d'infos qu'on pousse, mais je sais que moi, comme coureur, même si j'ai aucune ambition de performance élite ou de dossard gratuit et aucune ambition d'être un organisateur qui décide si je vais joindre l'ITRA ou l'UTMB, c'est le genre de données que je trouve intéressantes pour comprendre c'est quoi. Puis moi, j'y trouve une grande utilité à ces cotes-là pour justement, je prends l'exemple quand je suis allé faire Grindstone, un 100 km roulant en Virginie, j'ai aucune idée, ça va me prendre 10 ou 20 heures. Aucune idée. Ben, je suis allé voir des athlètes, des coureurs qui avaient une cote générale similaire à la mienne. J'en ai pris plusieurs comme exemple parce que tu as toujours quelqu'un qui a une moins bonne journée ou une très, très bonne journée. Tu prends les moyennes, ça te donne des splits, puis ça te permet de dire à ton crew, hey, je vais être là à peu près à cette heure-là. Tu fais une moyenne de tout ça, c'est un petit calcul qui se fait bien. Donc, je le dis, c'est pas que pour les élites. Ben, c'est pas, si je peux ajouter, Yannick, c'est pas juste pour les élites. Je pense que même pour toute catégorie de coureurs, ça permet de relativiser la performance. C'est un coureur qui a une cote ITRA de 400, 500 ou 600, puis qui, après une préparation sérieuse, se voit attribuer un score, donc sur une course de 50 points au-dessus de sa cote, on peut à ce moment-là relativiser que la performance du jour a été au-delà de ses moyennes de performance. Il y a aussi un plaisir ou une compétition envers soi-même qu'on peut réaliser, parce que si on vise à atteindre le 9,70 de Rémi Bonnet, on sera plutôt déçu. Exact. C'est dur à viser, mais j'ajoute un bémol, faut pas toujours que se fier à ça. Parce que moi, c'est déjà arrivé que je suis tombé sur mon site Litra à la fin d'une saison, puis j'ai fait, ben voyons, cette journée-là, j'ai eu une mauvaise journée, puis je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, puis j'ai un score qui est meilleur que ma cote. Et telle autre journée où j'étais vraiment fier du résultat, tu te dis, je suis surpris. C'est comme plus bas que ma cote générale. C'est loin d'être parfait, cet indicateur-là. On se rappelle que c'est créé pour comparer Rémi Bonnet sur 1 km vertical en Suisse, puis Francis Picard, le plus gros fan des courses routes au monde, qui fait un 250 miles en Arizona. C'est là pour comparer tous ces types de performances-là, du multi-jour au multi-minute. Fait que c'est sûr que c'est pas parfait. Mais c'est ce qui se rapproche le plus de la perfection, je pense. Exactement. Et après ça, de savoir quelle est la différence entre le calcul de l'un et de l'autre. Si vous avez des infos privilégiées, savez-moi, on est preneur. On pourra garder ça secret. On peut même signer des NDA si vous voulez pour savoir. Tu recevoir Michel Poletti sur ton balado. Ben, j'ai déjà essayé avec la famille Poletti, peu importe quel membre. J'ai déjà fait des approches justement dans la foulée de l'annonce de l'UTMB World Series. Puis j'ai pas eu de réponse. Fait que. Mais je le lance quand même parce que j'ai parlé avec des gens de l'UTMB pour plein de projets, dont celui de couvrir l'UTMB cette année. Puis c'est une bien belle gang, puis ils sont très cool, tous ceux avec qui j'ai parlé. Mais si Michel Poletti ou Catherine Poletti est disponible entre maintenant et 2038. J'allais dire samedi, dans 2 jours. Non, ben là, je pense que de toute façon, on n'aurait pas le droit de révéler les chiffres exacts, mais la porte de pas sortie du bois est ouverte pour monsieur et madame Poletti pour jaser. Merci Sam, ça a été cool. Un format d'épisode un peu différent où on a commencé d'une manière standard puis on a fini avec une conférence, mais j'espère que les gens ont trouvé ça intéressant. Ben, pareillement, merci de l'invitation, merci de l'idée là, de rendre ça disponible, en espérant que nos organisateurs d'événements apprécient les contenus pour lesquels on s'est préparé. Donc, je note des devoirs de relancer un club de lecture, Yannick. Yes, c'est noté moi aussi. Et de tenter de répondre à des questions qui suivront la diffusion de l'épisode. Puis on sera encore meilleur lors d'une V2 en présentation dans quelques jours. Notre TED Talk qu'on va faire, c'est ça? Exactement. Merci Yannick. Merci à toi. On va se voir aussi à la Racine d'Or, je pense, ce samedi, parce que au moment de la diffusion, on va être rendu post-Racine d'Or et les gagnants et gagnantes des bouts de bois auront été annoncés, mais c'est ce samedi, donc gros samedi, conférence, colloque vient courir et Racine d'Or. C'était pas la même date par hasard, on voulait bénéficier d'un momentum.
ça a peut-être trop bénéficié. La Racine d'Or a été sold out beaucoup trop tôt d'avance. Va falloir louer le centre Vidéotron à l'avenir. Il paraît qu'il y a bien des disponibilités. Fait que voilà, j'exagère. Je suis parti champ gauche. Merci beaucoup, Sam. C'était cool. Comme d'habitude, je termine en remerciant NAC, qui est le partenaire principal du podcast. Je remercie Nocten, qui aujourd'hui m'offrait une old school, une West Coast IPA qui était, ma foi, très très bonne. Merci aussi à Café Charlevoix et Mox Mocktail, les autres partenaires du podcast. Et à tout le monde, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.